Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir une écrivain. Voilà, on va dire comme ça. Je peux même dire une écrivaine, c'est autorisé. Professeure, elle dirigeait la chaire de littérature comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem pendant des années. Aujourd'hui, elle se consacre à l'écriture pour notre plus grand plaisir. Mais il va falloir vous accrocher parce que ce n'est pas un simple livre. C'est un livre où on parle de pensée juive, mais aussi et surtout de philosophie. Voilà, les grands penseurs du XXe siècle, on l'a par belle dans cet ouvrage et on détaille eh bien, une certaine fascination pour la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas moi qui vais vous en parler le mieux, mais c'est elle. Elle est avec nous, c'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Betty Rothman, bonjour. Bonjour, je trouve que vous parlez très bien de ce livre. Ouais. C'est gentil. Donc, vous venez nous présenter ce livre, Une fin d'abîme. Vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Alors, le livre est sorti en février. En février à Paris. Et puis, depuis, il a une petite vie qui s'annonce vraiment hors du commun. On va dire, en tout cas, pour vous, vous êtes... non, mais pour vous, c'est formidable, quoi. Il va sortir en 3 langues, je crois. Il va sortir également en hébreu et en anglais, pratiquement simultanément. Et puis... donc, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Et, une grande maison d'édition. Oui, chez Palgrave Macmillan. Enfin, comme je dis, quand les puissances favorables, pour appeler ça comme ça, s'en mêlent... c'est sûr que l'aventure d'un livre est toujours pleine de surprises. On ne sait pas, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est ça qui est génial. Alors, ce titre déjà, Une fin d'abîme. Pourquoi vous avez choisi ce titre ? Parce que la fin en général, en tout cas dans son sens métaphorique, suppose une quête, une aspiration, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Et il se trouve que, en relisant avec mes étudiants ces grands auteurs que vous évoquiez, j'ai découvert que cette fin profonde qui est spécifique à l'homme, je crois, qui définit l'humain dans l'homme, était tournée vers le néant, le précipice, le malheur, la mort. Alors, en gros, dans ce livre, vous abordez des questions existentielles. Quel est le sens de l'homme dans ce monde ? Et vous apportez 2 réponses un peu différentes. C'est ça qui est assez intéressant. Et vous vous êtes servi, comme vous le disiez, des textes que vous avez étudiés avec vos étudiants. Alors ça, c'est assez original comme démarche. Qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un livre ? Comment ça a commencé ? Eh bien, c'est... Bon, d'abord, j'étais préposée à l'enseignement de la pensée contemporaine, qui était contemporaine à l'époque. Et on travaillait ensemble que nous avons vu émerger, donc, au-delà du discours théorique. Je ne suis pas une théoricienne, mais également une littéraire, même quand je lis avec mes étudiants des textes philosophiques. Donc, nous avons vu émerger au-delà du discours officiel de ces auteurs, effectivement, des non-dits, des expressions affectives qui signalaient autre chose. C'est-à-dire une espèce de fascination pour la mort, pour le tragique. Parce que il suffisait pas de comprendre le raisonnement, la démarche, mais d'entendre ces pulsions ou cet attrait qui allait au-delà de la pensée objective et qui montrait qu'à chaque fois qu'on se rapprochait du précipice, le discours, le style de l'auteur devenait flamboyant, devenait particulièrement lyrique. Il y a une fascination pour la mort, quoi. Une fascination pour tous ces éléments. Donc, au-delà du constat de la difficulté de la condition humaine, donc existentielle dont vous parliez, qui est typique de tous les auteurs du XXe siècle,
un sentiment que l'auteur s'y sent bien, que l'auteur cherche à atteindre ces limites-là. Alors justement, c'est en étudiant ces textes-là, dans un monde actuel où évidemment la terreur est très présente, où les kamikazes sont nombreux, où on tue de façon ignoble, on assassine des gens... quitte à ce que le terroriste se tue lui-même, il perd aussi la vie avec une alors que souvent il pourrait choisir de ne pas mourir, de tuer les autres et de ne pas mourir. Oui. C'est ce contexte-là, à côté, ou en tout cas à côté des textes que vous étudiez avec vos étudiants, qui a fait que vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à expliquer encore plus loin. Oui, il y a certainement des racines culturelles profondes. Alors là, maintenant, du côté de l'islam, elles apparaissent plus nettement. Et moi qui ai grandi dans le monde occidental, qui a l'air d'être uniquement un monde de la consommation, finalement, j'ai été amenée à me poser la question parallèle, de savoir quelles étaient les racines ou les antécédents culturels du monde occidental qui pouvaient expliquer cet attrait, cet entraînement pour le gouffre. D'où est-ce que ça vient? Alors, vous citez des textes dans ce livre, Lévinas, Lacan, Blanchot, Bataille, ils sont très nombreux. Et bien sûr, vous vous appuyez beaucoup sur les textes de Kojève. Voilà. Alors, tout le monde ne connaît pas cet auteur, évidemment. Vous allez nous en dire un mot. Pourquoi vous l'avez choisi, lui, comme point de départ? Je l'ai choisi parce que les autres l'avaient choisi. Dire une espèce de système de référence en chaîne qui ramène à l'enseignement de Kojève dans les années 30 à Paris. Kojève était russe d'origine, une personnalité assez étrange. Et il avait probablement un charme. Il était diplomate. On pense qu'il a un petit peu espion. Il était espion sur les bords, d'accord. Et mais il devait avoir un charisme remarquable. Et il a attiré dans son séminaire sur Hegel, qui aurait pu être quelque chose de très abscon et réservé aux initiés. Il a attiré tout le who is who du Paris de l'époque, dans tous les domaines, à la fois donc des journalistes, des hommes de science, des poètes, des psychanalystes, des philosophes. Et il a influencé toutes ces générations. Et en ayant un tel impact que une espèce d'effet d'écho de génération en génération, puisque j'ai travaillé jusqu'à... on peut dire dans la fin des années 80. Il a encore influencé. Oui, parce que c'est le même genre de thématique qui revient sous des formes déguisées. C'est quoi? Cette thématique, une opposition entre le corps et l'esprit? Oui, c'est-à-dire que... je schématise, évidemment. Oui, Kojève, au lieu de présenter le Hegel traditionnel, qui est une espèce de monstre qui récapitule tous les éléments de la pensée et de l'univers en un seul système bien léché, lui, il est parti de la dialectique. La dialectique, c'est-à-dire de commencer par refuser, de commencer par s'opposer. La dialectique, elle a une phase négative. Alors, Hegel... il poursuit jusqu'à la synthèse finale, mais Kojève, lui, s'est attaché au moment de la destruction. Je détruis ce qui est, parce que cherchant le sens de l'homme, je cherche au moins, je ne peux pas le définir positivement, l'homme. Savoir ce que c'est que la conscience humaine. Mais la conscience se démarque peu à peu, arrive à elle-même, se révèle à elle-même, au moins en disant ce que l'homme n'est pas. Et l'homme de Kojève dit « Je ne suis pas le monde, je ne suis pas la nature, je ne suis pas l'objet, je suis autre chose. Rien de ce qui est, EST, ne peut me satisfaire. » Alors, j'ai été moi-même emportée par la grandeur de cette exigence. Oui. Mais le problème, c'est que si vous cherchez où que vous alliez ce qui est autre, ce qui n'est pas donné, vous arrivez nécessairement dans une espèce de, en tout cas dans cette logique-là, vous arrivez vers le précipice, vers le néant.
vers le néant, d'où cette formule qui était un peu étrange. Oui. Ok, alors vous avez bien sûr détaillé cette pensée, vous avez repéré chez d'autres auteurs la même pensée, mais bien sûr, vous qui êtes fille du rabbin Rothman, on imaginait mal vous arrêter là. Forcément, vous avez été plus loin et vous avez été chercher aussi dans nos textes, notamment aussi dans la Kabbale, et bien d'autres justifications, d'autres ouvertures, parce que c'était un peu triste quand même comme constat de s'arrêter là. C'était un peu pervers, et puis c'est comme une impasse de la pensée occidentale. Alors, on m'a reproché d'avoir salué dans ces auteurs la hauteur de vue, du fait de cette perversion, mais c'était pas dans mon tempérament et c'était pas dans mon intérêt intellectuel non plus. Donc j'ai entendu cette voix et je l'ai reportée sur un contexte judaïque en me demandant ce que la tradition juive pouvait offrir comme réponse, dire à partir d'une autre métaphysique, d'une autre ontologie, d'une autre manière de concevoir le monde. Il y a deux parties bien distinctes dans le livre. C'était plus facile à écrire pour vous ? Plus difficile, c'était la deuxième partie. La deuxième partie, elle correspond à une méditation qui remonte à si loin, je veux dire, qui m'accompagne. Je travaille depuis très longtemps avec des petits groupes, justement, ces étudiants non religieux. Donc, je suis obligée de leur présenter à la fois des synthèses, et une perspective qui n'est pas la perspective orthodoxe, je suis moi-même orthodoxe, mais qui n'est pas la perspective orthodoxe traditionnelle du c'est permis, c'est interdit, c'est bien, ça n'est pas bien, mais d'espèce de restituer un mouvement donc fondamentalement existentiel. Quel type de réponse nous attendons ? Quels sont nos questionnements ? Quelle est la place, le but de l'homme dans ce monde ? Alors, oui, et quel est le rôle ? Est-ce que la dynamique juive peut nous amener là, vers ce à quoi l'homme en tant qu'homme aspire profondément ? Bon, on imagine que la réponse est que oui. J'espère que oui. Il y a une... comme je le dis dès le début de ce chapitre donc consacré aux sources juives, et dit qu'il y a au départ, à l'opposé de ce que Kojève et donc ses successeurs et Hegel présentaient, oui. Donc il y a au départ le sentiment d'une harmonie, ou la proposition l'hypothèse d'une harmonie entre l'homme et le monde. Et je crois qu'à partir non pas cette guerre radicale entre vous disiez tout à l'heure l'esprit et le corps, ou l'homme et le monde. Je crois que le judaïsme fondamentalement dit mon royaume est de ce monde. Ouais, contrairement aux penseurs. Donc la pensée chrétienne, dit mon royaume n'est pas de ce monde. Or, si mon royaume est de ce monde, ça n'empêche pas de se poser la question et de rencontrer des difficultés, parce que il est évident que l'absolu, si on considère l'absolu comme quelque chose de très immobile, de très raide et de fixe, donc l'absolu ne peut pas s'adapter à ce qui est mouvant, devenir et dynamique dans le monde. C'est donc qu'il faut repenser ces catégories un petit peu. Or, à mon sens, et c'est là que la Kabbale m'a donné des clés, l'absolu au sens de la Kabbale est un absolu en mouvement, un absolu en devenir, qui lui-même ouvre sur l'infini. Et donc c'est ça la grosse différence. Alors évidemment, est-ce que ce livre est pour tout le monde ? Parce que ça a l'air quand même bien abscon tout ça. Ça n'est pas facile, surtout que j'aime les mots, donc je parle. Mais il me semble que pour ceux qui ont eu la gentillesse de nous écouter toutes les deux, c'est déjà une clé. Je sais que des membres de ma famille, quand j'étais à Paris,
qui avaient mis le livre à l'autre bout de la table pour pas s'approcher, sont venus m'écouter à l'une des présentations que j'avais faites, et en revenant se sont jetés sur le livre, et à ce moment-là on comprend. Ouais, on comprend, et puis en plus vous avez été déjà salué par la presse, notamment vous avez un très bel article dans Le Monde, donc voilà, ça pourra peut-être... Ça c'est un beau cadeau. Oui, vraiment, je remercie à la fois l'auteur et puis, comme je l'ai dit, les constellations dans le ciel, pour pas dire de la Providence. Alors, pour ceux qui attendent le livre, vous ferez une présentation au mois de juin à Romain Gary, à l'Institut Romain Gary. Bien sûr, qui travaille très souvent avec Vice Versa, donc on imagine que vous ferez peut-être une signature là-bas. Et puis, on trouvera vos livres probablement en vente dans cette librairie francophone, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué de le trouver en Israël, mais peut-être sur Internet aussi, ça marche peut-être. Il faut essayer. C'est la partie je ne suis pas compétente. C'est pas grave, mais en tout cas, on le trouvera déjà en juin lorsque vous ferez la présentation à l'Institut. Et puis, en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. Voilà, si vous avez envie d'explorer, je vous en prie, d'explorer la pensée de Georges Bataille, de Jacques Derrida, de Blanchot, de Lacan, vous pouvez aussi lire le livre. Il y a quelques extraits. Et puis, en plus, c'est expliqué. Donc, c'est toujours... très intéressant de voir ça. Merci beaucoup, Betty Rothman. Batzlacha pour la suite. Merci à vous, merci, amen, merci pour vous aussi. À bientôt, ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.